Quand on parle de big data, beaucoup de gens sont méfiants. Les données peuvent être utilisées de multiples manières, à votre connaissance ou pas. Moins vous vous posez de questions sur leur utilisation, moins vous avez de pouvoir dans la société qui est en train d'émerger. En effet, tous les outils puissants ont un aspect négatif. Tout ce qui peut changer le monde, par définition, peut autant le changer pour le pire que pour le meilleur. On n'a pas l'une des possibilités sans l'autre. On n'en est qu'au début du big data. On ne sait pas encore jusqu'à quel point ça va changer les choses. Mais il devrait y avoir 50 milliards d'objets connectés à Internet en 2020. C'est-à-dire autant de sources pour alimenter le big data. La multiplication des données personnelles numériques, c'est aussi une aubaine pour les cybercriminels. Chaque année, des milliers de gens en France, par exemple, sont victimes de vols d'identité, création de comptes bancaires à leur nom, de crédits à la consommation. Ensuite, ce sont les huissiers et les banques qui frappent à la porte, avant de se retrouver pour finir blacklistés à la Banque de France ou dans certains magasins. Cette délinquance, elle est rendue facile par les failles de confidentialité sur Internet, mais aussi parfois par le manque de vigilance des futures victimes. Tous les gens qui sont sur Facebook acceptent un deal dans lequel ils donnent leurs données. Puis Facebook vend ces données et en retour leur fournit ce service qui leur permet de poster des images et d'échanger avec leurs amis, etc. C'est la transaction. Mais personne ne sait que c'est la transaction. La plupart des gens pensent qu'ils ont Facebook gratuitement. Mais ce n'est pas gratuit. On paye pour ça en leur donnant accès à nos données. Beaucoup de gens sur Facebook ne réalisent pas la quantité de données qui s'y trouvent sur eux-mêmes. Et il est probable qu'ils s'en moquent du moment qu'ils peuvent poster des photos de leur chat. La plupart des gens, quand ils pensent à la vie privée, ne réalisent pas tout ce qu'ils partagent avec le reste du monde, que ce soit via les médias sociaux ou le shopping en ligne. Ils n'ont pas l'air de faire le lien avec la surveillance, par exemple. À chaque fois que vous recevez un texto, à chaque fois que vous passez un appel, votre position est enregistrée. Cette donnée vous concernant est transmise vers un serveur de votre opérateur. Même si l'opérateur supprimait vos données clients, il saurait malgré tout, toujours, à 30 cm près, où vous vous êtes réveillé chaque matin, où vous êtes allé travailler chaque jour de la semaine, et avec qui vous avez marché. Et ainsi, même s'il ne savait pas qui vous êtes, il devine qui vous êtes. Il est devenu impossible de nos jours d'être réellement anonyme. Tout peut être connecté à vous-même, et tout ce que vous faites dans le monde réel peut être connecté à tout ce que vous faites en ligne. On est à un point critique où notre société a commencé à réaliser ça et a commencé à débattre des conséquences. Le combustible d'une telle surveillance, ce sont nos données personnelles que nous dispersons aux quatre vents du web et de nos communications. On peut se dire que les gouvernements n'y ont pas accès. Mais il suffit d'une simple loi pour les autoriser à se servir chez les fournisseurs de services Internet, comme ce fut par exemple le cas du Patriot Act de 2001 aux États-Unis, ou bien à aspirer les conversations téléphoniques à l'aide de fausses antennes relais, comme dans la loi relative au renseignement de 2015 en France. Ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'il est devenu possible aujourd'hui de surveiller massivement toute la population. Avec la surveillance de masse, tout le monde est suspect a priori. Des algorithmes cherchent à isoler dans la population des personnes ayant des comportements jugés équivoques. L'utilisation d'un réseau de connexion comme Tor, qui permet de naviguer incognito sur le web, peut dès lors être repéré et devenir source de suspicion, alors même qu'on y aurait recours pour des raisons tout à fait légitimes. Un journaliste pourrait ainsi chercher à protéger ses sources. Une personne peut être considérée comme suspecte par un mauvais hasard statistique, ce qu'on appelle les faux positifs, parce qu'elle habite le même immeuble qu'un terroriste, qu'elle est l'homonyme d'un autre,
qu'elle fréquente le mauvais café, etc. Prenons l'exemple du fichier TES, le fichier des titres électroniques sécurisés. Fin 2016, le gouvernement français a décidé d'étendre par décret le fichier qui rassemble les informations relatives au passeport, ce qui concerne 12 millions de Français, à l'ensemble des détenteurs de cartes d'identité, soit environ 60 millions de citoyens. Ce fichier comporte des informations sensibles qui sont des données biométriques, des photos, des empreintes digitales, des informations sur la taille, etc. En principe, ce fichier n'est destiné qu'à l'authentification des personnes, c'est-à-dire à vérifier qu'une personne est bien la personne qu'elle prétend être au moment du renouvellement de son passeport par exemple. Et l'État n'a en théorie pas le droit de s'en servir à des fins d'identification, autrement dit pour retrouver l'identité d'une personne. La CNIL s'est émue du choix technique effectué, qui ne protège pas, par défaut, contre un processus d'identification. Elle considère qu'à terme, l'interdiction juridique pourrait être levée, soit sous l'effet d'un contexte émotionnellement chargé, comme après un attentat, soit par un gouvernement peu regardant sur la protection des libertés publiques. Un tel accès permettrait alors au pouvoir en place, par exemple, de retrouver un manifestant à partir d'une photo, ou le participant à une réunion d'opposants à partir d'une empreinte digitale. Notons également qu'un tel fichier rend quasi impossible les formes classiques de résistance à un régime totalitaire. Par exemple des résistances comme celles contre le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce faisant, un tel fichier déséquilibre les rapports entre le gouvernement et le citoyen. Edward Snowden est un célèbre lanceur d'alerte qui a révélé l'existence de programmes de surveillance massive orchestrés par la NSA, une puissante agence de renseignement américaine. Il est bien placé pour nous parler de ces risques. The first thing I want to say is that this is the beginning of work that will continue for many years. It's going to take many forms, there are going to be many proposals. But the critical distinction, what we really want to focus on what's happening here, is we've already changed culture. We can discuss things now that 5 years back, if you had brought them up in a serious conversation, would have gotten you sort of labeled as a conspiracy theorist or someone who really was not really thinking about what governments reasonably are likely to do. Now, the danger of this is that we're always living in a circumstance where governments go a little bit further than what any public would approve of if we knew the full details of government. Now that we've established at least the bare facts of what's going on in the arena of our basic liberties, what happens as we transit through a city, as we talk to our friends, as we engage with family, as we browse books online, all of these things are being tracked, they're being intercepted, they're being recorded. They're being indexed into a sort of surveillance time machine that allows institutions that hold great powers, whether they are public institutions, whether they're private institutions such as corporations, they're empowering themselves at the expense of the public. We see that in many countries around the world, governments are aggressively pressing for more power, more authority, more surveillance rather than less. And this is not just in foreign states. This is not just in what we would consider traditional adversary states, such as Iran, China, Russia, North Korea, whoever you're really afraid of. It's not just people who are different from us. This has happened in Australia, where they now have mandatory retention of everyone's data without regard to whether they're involved in any sort of criminal activity or if they've even fallen under any sort of criminal suspicion. We see the same proposals put forth and adopted in Canada. We see the same thing occurring in the United Kingdom. We've seen the same thing pass in France. And what's extraordinary about this is that in every case, these policy proposals that work against the public are being billed as public safety programs. And despite 2 independent investigations appointed by the White House that are, again, allies of these institutions and have every incentive to sort of whitewash these programs and say they're wonderful, have in fact said that upon
upon reviewing all available evidence, even classified evidence, after interviewing the directors of the National Security Agency and so on and so forth, they've seen that these programs actually don't save lives. Mass surveillance, by their own quotes, has never made a concrete difference in a single terrorism investigation in the United States. This is a global problem that affects all of us. What's happening here happens in France, it happens in the UK, it happens in every country, in every place, to every person. And what we have to do is we have to have a discussion, we have to come forward with proposals to go, how do we assert what our rights are, traditionally and digitally, and ensure that we not just can enjoy them, but we can protect them, we can rely upon them, and we can count on our representatives of government to defend these rights rather than working against them. Comment nos comportements vont-ils être perturbés si nous nous savons observer en permanence? Allons-nous vivre dans la peur de ceux qui nous scrutent, qui analysent nos profils de comportement? Est-ce qu'on ne va pas finir par nous auto-censurer dans nos prises de parole, nous auto-limiter dans nos déplacements, nos amitiés, nos choix de vie, par peur de ne plus être conformes? C'est véritablement la liberté d'être nous-mêmes qui est en question. L'analyse de données peut avoir des effets positifs considérables, dans les sciences bien sûr, mais aussi dans d'innombrables domaines, comme notre vie sociale par exemple. Par contre, cela ne doit pas se faire au détriment de certains idéaux de justice. Par exemple, un biais volontaire ou involontaire dans une analyse de données peut conduire un algorithme à décider de refuser injustement un prêt à une personne, ou bien choisir d'affecter tout aussi injustement un étudiant plutôt qu'un autre à une université. Des États, des entreprises, des cybercriminels ont des vues sur nos données personnelles. Pour les protéger, nous devons compter sur l'appui des lois et des règlements. C'est donc dans ce contexte, et pour faire face à ces nombreux risques de dérive, que GDPR a été mis en place. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser au contenu de ce règlement.